Par rapport à ça, qu'on veuille mettre des gens en tenue pour venir m'arrêter, je vais les accueillir avec joie. Je vais leur demander de me passer la menotte devant l'histoire. Louis-Philippe Rondeignon a été arrêté la nuit d'hier. Et certaines voix de l'opposition sont en train de dénoncer le caractère barbare, humiliant de son arrestation. Mais moi, j'ai dit non, puisque c'est lui-même qui nous a habitués à ça. Moi qui vous parle, la nuit du 11 au 12 mars 2004, aux environs de 2 heures du matin, ma maison a été encerclée par une vingtaine de policiers armés jusqu'aux dents. Et c'est lui-même, commissaire Louis-Philippe Rondeignon, qui était à la tête. Ils ont donc attendu 6 heures du matin pour faire irruption dans ma chambre à coucher. Ils ne m'ont pas permis de m'habiller. J'étais en pagne lorsqu'ils m'ont soulevé, menotté, pour ensuite me jeter derrière une bâchée de la police. Sirène à fond, ils ont fait 3 fois le tour du quartier. Ils ont également fait plusieurs tours d'autres quartiers, histoire de me présenter comme un délinquant, un gangster. Alors que c'est lui-même, commissaire Louis-Philippe Rondeignon, qui m'a volé. Et pour cacher sa supercherie, a trouvé l'idée diabolique de venir m'arrêter. Il m'a donc volé 2 véhicules. Un premier véhicule de marque Golf, couleur blanche, qu'il a donc frauduleusement immatriculé au nom de sa femme. Et la veille de mon arrestation, il vend le dit véhicule au Nigeria, histoire de neutraliser toute trace. Un second véhicule de marque BMW, couleur noire. Bref. Louis-Philippe Rondeignon a également, sur ma plainte, mis mon ancien collaborateur qui m'avait détourné 18 millions et qui avait connu la prison en août 2002. 2 mois de prison assortis de sursis, 1 an, histoire de me payer. On était en mars 2003, lorsque le commissaire Louis-Philippe Rondeignon l'a pris à nouveau. Il le dépose au violon. Il a fait 3 jours. Le matin du 3e jour, alors qu'il a reçu la visite de son féticheur personnel. Assis donc dans son bureau, il sort le mis en cause du violon et il lui dit: tu as la chance que le procureur de la République m'a rendu visite. Si tu ne commences pas par payer l'argent de Sabah Nazer, mais tu risques cette fois-ci 5 ans de prison. Avant de le retourner encore, avant de retourner le mis en cause au violon, ce dernier a rencontré sa petite sœur qui lui a envoyé à manger, et lui a dit non, courez rapidement pour trouver au moins 500 000. Sa petite sœur et son mari ont donc couru
pour ramener 500 000 qu'ils lui ont remis et qu'il a ensuite remis main à main au féticheur présenté comme procureur de la République. J'ai déposé plainte à l'arrivée au pouvoir du président Yahi Boni. Mais le président Yahi Boni, lorsqu'il a su que c'est du commissaire Louis-Philippe Ngoundéon, mais il a fermé. J'ai été reçu par l'un de ses chargés de mission qui m'a dit, mais le président est furieux. Dites-nous le nom du commissaire. Et j'ai apporté toutes les preuves, puisque la Cour constitutionnelle a condamné le commissaire. Le tribunal l'a condamné pour me rendre mes véhicules. Il n'y a pas de véhicule, il n'y a plus de véhicule. Mais lorsque j'ai apporté toutes les preuves, mais le président Yahi Boni a fermé les yeux sur ça. Et mieux, les épaules de ce commissaire ont été garnies, chargées de galons, mais de zèle en zèle. Mais vous connaissez toutes les atrocités. Je dis, ce que ce commissaire m'a fait, moi je suis un homme de Dieu, j'ai oublié, il a fallu que je me mette résolument en prière. J'ai prié l'opprobre qui est jeté sur moi, afin que personne ne pouvait me voir et faire encore affaire avec moi. Pour tout le monde, j'étais un escroc. Mais Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mi besumbojo podidado, nyade no nya kilimase, nyaviche de weton commissaire, kwelante ya ton, enamia no konemie, kwelante yo wode. Amen, amen. Cette déclaration du général de police, Philippe Ngoundéon, entraîne 3 conséquences, dont l'une est en train déjà de se manifester par son arrestation. Première conséquence, il reconnaît perdre le statut d'homme politique, de fonctionnaire politiquement neutre, et reconnaît qu'il est maintenant un homme politique qui n'est plus sous le drapeau en tant que policier. En s'arborant le costume d'homme politique, donc de l'opposition, comme cette déclaration le montre, il accepte d'assumer les conséquences politiques de son choix. C'est la première conséquence. Et pourquoi il est important qu'on attire votre attention sur cette conséquence? Parce que si jamais, en s'engageant sur le terrain politique, il utilise son statut de général de police pour les informations et les secrets professionnels dont il a connaissance dans sa carrière politique, il sera déposé en prison. Il n'y a rien à faire sur ça. Les tests de la République sont clairs sur ça. Donc, l'équation que le général Louis-Philippe Ngoundéon doit pouvoir résoudre, c'est de savoir que maintenant qu'il n'est plus fonctionnaire de police, mais qu'il est fonctionnaire de police à la retraite, c'est de savoir s'il est capable de concilier son obligation de réserve en matière de sécurité et de défense pour les informations liées à la sûreté de l'État dont il a connaissance. Est-ce qu'il sera capable de les préserver, d'assumer cette obligation de réserve dans sa nouvelle position d'homme politique? Et je dis, sur ce plan, il a échoué. Louis-Philippe Ngoundéon, docteur en criminologie, il a soutenu sa thèse de doctorat en criminologie. Donc c'est quelqu'un qui connaît le droit pénal. Et c'est qu'en disant qu'il a été approché pour faire coup d'État à Patrice Talon plusieurs fois et qu'il a refusé, il est en train de désobéir à son obligation de réserve en tant qu'agent des forces de sécurité et de défense. Alors, la loi l'interpelle forcément pour répondre. Parce que ce secret dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, personne ne le sait sauf lui. Et personne n'a su que lorsqu'il a mis ça sur la place publique. Première conséquence politique, il a échoué. Deuxième conséquence et troisième conséquence, nous y reviendrons.
viens dire des choses qui ne sont pas fondées, on ne va pas bander ma bouche pour m'empêcher de dire. Vous dites que désormais, vous allez monter au créneau et en parler. Pourquoi aujourd'hui? Vous vous êtes tu pendant longtemps? Oui, moi, je suis légaliste. Je suis légaliste. J'étais sous drapeau. Et quand vous êtes sous drapeau, vous respectez les principes de la corporation. C'est-à-dire, vous ne devez pas parler pendant que vous êtes là. Vous avez l'obligation de réserve. Obligation que j'ai observée jusqu'au 2 février dernier, avant d'être mise à la retraite d'office. Mais c'est une bonne libération pour moi. Ça me permet de participer à toutes les activités politiques dans le pays, de participer à tous les fronts, d'être là aux côtés de qui je veux, de Kémi Séba, de qui je veux. Parce que les gens me reprochent d'être avec Kémi Séba. Et ça nous fait une belle série d'émissions à réaliser. Oui, oui, moi je vais travailler avec vous sur ces questions-là, ne vous inquiétez pas. Ça fait une énième fois que vous faites référence à Kémi Séba, sans quitter notre sujet. Est-ce que vous êtes partisan de Kémi Séba? Parce qu'un audio de vous avait circulé entre-temps. Kémi Séba, c'est mon frère. Ah, d'accord. C'est un panafricaniste et je suis aussi d'obédience panafricaniste. Ce qui fait la différence entre les autres et nous, peut-être, c'est qu'il faut apporter la troisième voie. Parce que les Béninois sont fâchés, madame, contre. Ils sont pas fâchés, mais les gens sont fatigués de la querelle Talon Boniaï, Patrice Talon Boniaï. Justement par rapport à Boniaï, vous avez de ces nouvelles? J'ai de ces nouvelles. Ils se portent à merveille. Mais les Béninois sont fatigués de la querelle Boni, Yaï, Talon, Patrice. Et je fais partie des gens qui vont porter la troisième voie désormais pour dire notre pays mérite plus que ça. Vous entrez en politique là? Non, je n'entre pas. Vous n'êtes pas. Au fait, oui. Vous savez, quand vous êtes au sein d'une communauté, et si vous pensez que vous êtes un homme de culture, vous devez prendre vos responsabilités. Et c'est ce que Yamé Césaire a dit dans un article très intéressant qu'il a publié. Je ne me rappelle pas le numéro de la revue Présence africaine. Il a démontré les missions de l'homme de culture. L'homme de culture doit être plus proche de la vérité. Et je vous renvoie aussi à Alexandre Solzhenitsyn de Russe, qui a gagné le prix Nobel en 1977, dans son discours Le Cri, qui est disponible sur Internet, qui est lu aujourd'hui sur Internet. Il faut dire la vérité. Moi, je préfère vivre sans mentir comme Solzhenitsyn. C'est un devoir de vérité que vous devez J'ai un devoir de vérité envers le peuple. J'ai un devoir de vérité.